Bon matin, Lionel. Bon matin à tous. Comment ça va? Ça va super bien. Période de taille qui commence. Les premiers froids d'hiver sont là. Alors, on essaye de penser au soleil, de se mettre du soleil dans la tête. Parce que dans le Roussillon, on a besoin de soleil. Et en ce moment, particulièrement. Donc, voilà, tout va bien. On a fini les vendanges. On a eu une vendange un peu particulière, compliquée, parce qu'un printemps très humide. Avec pas mal de mildiou. Donc, quand on est en bio, le mildiou, ça nous a bien stressé en plus du Covid. On a eu deux virus à affronter, deux champignons, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, bon, voilà, la récolte est en cave. On a un très très beau millésime, très frais, beaucoup de fraîcheur parce qu'il n'a pas fait très très chaud cet été, donc ça c'est très bien. Puis comme il y a eu de l'eau au printemps, bon, ben, la vigne n'a pas eu de stress hydrique. Donc on a une belle récolte 2020. Et on vient de faire aujourd'hui l'assemblage définitif de notre Samso 2020 que j'ai goûté ce matin, puisqu'aujourd'hui on va OK. parler du Cinsault. Et je peux vous dire que le millésime 2020, c'est une bombe atomique. Ah, ben c'est bien à savoir. Donc, ce qu'on comprend, parce qu'aujourd'hui, on va parler du Samso ici. Donc, qui de millésime, ben J'ai le voilà, même dans le bureau. qui millésime 2019 était une première, c'est reconduit pour 2020. Ah oui, c'est reconduit parce Ça fait que c'est un plaisir. vin qu'on a fait un peu au dernier moment et qu'on a fait suite à un voyage à Montréal chez les cavistes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Je je sais vous pas. conseille cet endroit parce qu'on est bien reçu, on y mange bien et en plus on a de bonnes idées. Donc après un bon repas, sous les conseils avisés de Robert et Louis-Jacques, euh, j'ai décidé de garder mon cinsault qu'habituellement j'assemblais avec d'autres cépages. Et donc, on a gardé en monocépage le Samso. Alors, Samso, ça veut dire juste cinsault en catalan et en occitan, en langage du Sud. Et avec ses codes couleurs très simples, une étiquette très, très minimaliste, avec un vin qui se veut être aussi quelque chose de très simple. On n'est pas dans l'opulence, on n'est pas dans quelque chose de trop complexe. En fait, on s'est rendu compte que cet été, on avait créé un rouge de soif et qui s'est vendu merveilleusement bien avec des arômes, un degré alcoolique très bas, des arômes très frais. Et en fait, ça correspond drôlement à ce qu'on a envie de boire. Donc, on parle de buvabilité et là, on a une super belle buvabilité. Les bouteilles se sont vidées à vitesse grand V. Voilà. Je confirme, Lionel, j'ai eu le plaisir, tu as eu le plaisir d'envoyer des échantillons cet été. Et Julie m'en a donné, Julie Pillon qui travaille pour votre groupe à Montréal, une bouteille qu'on a vidée, était pas bottle shock en plus, elle se goûtait déjà super bien. Et là, ça vient d'être libéré à Montréal il y a 3 semaines à peu près. Et Super. Robert peut confirmer, même chez lui, je pense qu'il a qualifié ça de dangereusement bon. Ah ouais, dangereusement bon. Et je me suis même fait engueuler au mois d'août par tous nos clients parce que j'ai plus de bouteilles depuis 3 mois. On est en rupture, hein, on a été dévalisé. Et je peux vous dire que j'ai des clients qui sont venus furieux, quoi, parce que ça se boit tellement vite qu'ils en avaient plus et ils en revoulaient, quoi. Donc il y a une petite addiction au senso, voilà. Et je pense que ce qui est un truc qui est le fun à s'intéresser, puis tu parlais de faible pourcentage d'alcool, puis les gens, je pense que c'est important qu'ils portent attention à ça, mais si tu regardes l'étiquette, c'est 11%, puis tu C'est sais, c'est ça. juste parfait. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des vins à ce pourcentage d'alcool-là, qui est Ben, super intéressant. en particulier dans le Roussillon, on est un Si. terroir quand même très chaud. Dans les années 2000, même voire 90, on avait tous tendance à croire que la maturité phénolique, on l'avait à 14,5 ou 15, et on faisait des vins avec des forts degrés, peut-être aussi poussés par les notes américaines, sur des vins plutôt très concentrés, puissants. Et en fait, on s'aperçoit que ces vins-là, on les met dans sa cave, on les ouvre jamais. Alors Mhm. qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller à la cave, prendre une bouteille, la poser sur la table en arrivant, l'ouvrir et la boire. Et pour ça, le Cinsault et ce type de vin, ce vin, qui peut s'appeler chez nous aussi le canon du maréchal, qui est dans le même profil, des vins avec de la buvabilité, des vins légers, des vins fruités, avec du caractère, avec une authenticité, ça reste des vins de terroir malgré tout, ben c'est exactement ce que les gens attendent. Mhm.
Et est-ce que tu peux prendre un petit instant pour, on est tout de suite parti dans le vif du sujet du Cinsault, mais de présenter un peu le domaine CAS et ton implication au sein du domaine CAS, Ouais, alors moi, Lionel? je dirige le domaine depuis 17 ans. Hein. Je suis fils de vigneron. J'ai repris le domaine en 2004 avec une partie des vignes qui m'appartiennent. Euh, en 2012, j'ai repris le Claude Poli à Collioure. Donc, on a deux domaines. Un qui est côté terre à Rivesaltes, qui est assez important, qui fait un peu plus de 200 hectares. Et ce qui le rend absolument unique, c'est le fait qu'on a une parcelle de 200 hectares. Alors pourquoi on a une parcelle de 200 hectares? Enfin, 220 pour être précis, parce qu'on est en agriculture biologique et biodynamique depuis 2004. Donc, on est dans un pays où il y a beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de vent, un vent qui s'appelle la tramontane. Et donc, c'est assez difficile d'avoir des voisins qui traitent avec des produits chimiques quand il y a du vent et quand vous êtes en train de travailler en biodynamie sur votre parcelle. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on arrive à avoir un espace viticole d'un seul bloc, totalement travaillé en agriculture biologique et biodynamique. Donc, on a un vrai laboratoire, un vrai écrin. Alors après, ça fait beaucoup en hectares, mais ça fait peu en rendement, hein, parce que le Roussillon, c'est des tout petits rendements. Et petit à petit, on bascule. On a toujours fait des grands vins doux naturels au domaine CAS. On est connu pour nos vins doux naturels. Mais de plus en plus, on fait des vins secs légers, fruités. Et le Cinsault, qui est arrivé chez nous il y a peu de temps, parce qu'on a planté le Cinsault il y a seulement une dizaine d'années, ce sont des nouveaux cépages pour des nouveaux profils de vin chez nous. Voilà. Donc ensuite, on commercialise ces vins un peu partout dans le monde avec Advini. Donc Julie et Hélène sont nos ambassadrices de charme à Montréal. Et elles font un excellent travail pour promouvoir toute la particularité du terroir du Roussillon, expliquer ce qu'est la bio et la biodynamie parce que ce n'est pas toujours compris ou connu par les consommateurs. Donc ça fait des années et des années qu'on essaye d'expliquer. Et de faire comprendre que ce sont des pratiques nobles, des pratiques simples et surtout des pratiques qualitatives. Parce que le fait de faire de la biodynamie, c'est juste donner de la vie dans les sols, de donner de la vie dans les plantes et au final de donner de la vie dans le vin et donc de préserver la santé d'abord de nos plantes et de notre terroir et au final aussi de nos consommateurs qui consomment nos vins. Ouais, et d'où aussi tantôt quand tu parlais en début de présentation que cette année, vous avez quand même eu quelques stress avec le mildiou, ben c'est sûr qu'en étant en biodynamie, ce que tu peux faire pour aller traiter au niveau du mildiou, c'est assez, ben, pas limité, mais c'est plus complexe que quelqu'un qui est en travail, qui n'est pas en lutte organique ou biodynamique. Disons que la différence fondamentale, alors cette année, on a tous été touchés par le mildiou, ceux qui font de la bio et ceux qui font du conventionnel. Hein, les résultats ont été les mêmes. En fait, ce qui change avec la bio et la biodynamie, c'est qu'il faut redevenir un vigneron. Et un vigneron, c'est quelqu'un qui passe du temps dans ses vignes et qui travaille tous les jours dans ses vignes. Quand on a des produits chimiques, on peut se permettre de partir 10 jours et d'arriver de traiter avec un produit qui a une efficacité plus importante, mais qui permet d'avoir eu un décalage dans le temps. Quand on est en bio, il faut traiter le jour J, eh bien c'est le jour J. Il n'y a pas de choix. Donc il faut être là et il faut le faire. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit. Alors c'est vrai que sur 200 hectares, quand il faut tout traiter en un seul jour, je peux vous dire que j'ai une équipe extraordinaire. On est nombreux, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Mais grâce à la réactivité de nos équipes, à la qualité de nos techniciens, j'ai été moins impacté par le mildiou que des voisins qui sont conventionnels. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on est en bio qu'on est plus impacté par le mildiou. Ce qu'il faut, c'est être présent et très réactif. Oui, ben c'est ça. Et c'est juste par curiosité, est-ce que c'est sulfate de cuivre que vous utilisez pour le Ouais, mildiou? c'est le cuivre qu'on utilise contre le mildiou. Alors cette année, nous, on est autorisé en bio à utiliser maximum 5 kilos de cuivre par hectare, hein, sur 3 ans. On peut faire maximum 5 kilos. Il faut que les 2 autres années, on ait fait 3 kilos. Donc il y a des gens qui sont en conventionnel qui utilisent presque 10 kilos de cuivre. Et nous, en bio, cette année, on a utilisé que 3 kilos. Donc en fait, on a traité juste au bon moment
Et ce n'est pas parce qu'on met des kilos et des kilos de cuivre qu'on est plus efficace. Il faut juste traiter ce champignon, parce que le mildiou, c'est un champignon. Il faut juste le dézinguer, si j'ose dire, le tuer quand il faut. Voilà. Et ça se joue à des plages horaires très limitées. Hein. Ça peut être d'un jour à l'autre. Et petite question, parce que c'est souvent, dans le fond, parce que c'est souvent deux termes qu'on va entendre beaucoup quand des vignerons vont parler en général de la vigne, mais le client, les consommateurs ne sont peut-être pas tout le temps au courant. Donc, souvent, vous allez vous battre contre deux champignons, le mildiou et l'oïdium, selon le type d'humidité que vous avez. Est-ce que tu pourrais juste expliquer la nuance entre les deux et ce que ça peut causer comme problème au niveau du Alors, résultat c'est final deux de tes raisins? champignons. Le mildiou, on va le traiter avec le cuivre. L'oïdium, on va le traiter avec le soufre. Hein. Donc, le soufre et le cuivre sont les deux produits qui sont utilisés en bio parce que ce sont des produits naturels qu'on trouve dans la nature, alors qu'on utilise avec parcimonie, surtout le cuivre. Le soufre n'est pas vraiment un problème. Hein. Alors, il faut l'utiliser évidemment pas sur des doses dingues. On appelle ça de la bouillie bordelaise. Hein. Ouais. Et c'est ce qu'on utilise depuis des centaines d'années. Et évidemment, c'est moins efficace, mais c'est surtout moins nocif que les produits chimiques. Alors, ces deux champignons, le mildiou, ça va être une petite tache blanche qui va commencer sur l'arrière d'une feuille et qui va faire comme une petite toile d'araignée, comme une petite tache, comme s'il y avait un petit peu de moisissure, hein, comme sur un roquefort qui va attaquer la feuille. Et normalement, le mildiou, il va faire sécher la feuille, donc il va bloquer la photosynthèse. Mais cette année, là où le mildiou a été très vicieux, et c'est assez rare, hein, mon grand-père ne l'avait jamais vu de sa vie, le mildiou a attaqué directement sur le fruit, sur le grain. Et Ah ouais. là, il a fait pourrir la pellicule donc, du grain. L'oïdium, lui aussi, il touche la feuille et il fait plus un côté brûlé sur la feuille. Et lui, il va attaquer le raisin et il va le dessécher. Donc, dans les deux cas, au final, ce qu'on risque d'avoir, c'est des raisins qui sont devenus tout secs, donc comme des raisins secs, mais très tôt au mois de juin, hein, et qui vont tomber. Donc, on perd pas en qualité, puisqu'on va pas, ces raisins-là, on va pas les récolter. Ils vont pas aggraver, ils vont pas faire pourrir la grappe. Ils vont juste tomber. Par contre, forcément, c'est des raisins qui tombent, donc c'est de la récolte en moins. Je connais pas mal de vignerons cette année qui n'ont même pas vendangé leurs vignes. C'est-à-dire que le mildiou avait complètement asséché tous les raisins. Il n'y avait rien à vendanger. Donc là, c'est une catastrophe. Excellent. Et l'oïdium, juste pour qu'on puisse nuancer, c'est aussi sur la feuille? C'est un champignon qu'on Il trouve aussi? commence sur la feuille avec des taches brunâtres, comme si OK. c'était brûlé, mais lui, il attaque plus rapidement la grappe. Et lui, il sèche la grappe. Voilà. Aussi. OK. Ouais, c'est un peu le même effet, c'est-à-dire que les deux vont attaquer la pellicule du raisin. Et quand la pellicule va pourrir, ben tout ce qui est tout ce qui est la pulpe, le jus, ben forcément va tomber et il n'y aura plus rien. Voilà. Excellent. Et si on revient au cinsault, Lionel, donc tu expliquais tantôt que le cinsault, ça fait une dizaine d'années, donc c'est un cépage qui est nouveau sur votre exploitation. Je sais que Ah toi, ben, par le passé, ouais, t'es- le t'es un- Cinsault, c'est un cépage, c'est le renouveau du Cinsault, c'est un retour aux sources. Le Cinsault est un cépage méditerranéen par excellence. On le retrouve chez nos voisins, les Catalans du Sud, on le retrouve en Espagne, on le retrouve évidemment en Provence. Et c'est un cépage qui était utilisé par mon grand-père avait du Cinsault, euh, mais ce cépage n'était plus du tout à la mode pour des raisons très simples. Le cinsault est un cépage qui produit plutôt en quantité, hein, qui fait beaucoup de grappes et qui fait beaucoup de jus avec des degrés faibles et pas trop de couleur. Or, pendant des années, on a cherché à faire des vins qui avaient du degré et de la couleur. Et on vendait, même à l'époque des années 60-70, le Languedoc-Roussillon vendait des vins en vrac et on les payait en fonction du degré et de la couleur. Donc le cinsault n'était pas du tout intéressant. Donc on s'est remis à planter du cinsault il y a peu de temps parce qu'on se rend compte d'abord que le cinsault, il supporte mieux que quiconque le réchauffement climatique, donc il est très adapté à notre climatologie. Ensuite, on sait mieux le travailler, c'est-à-dire que le cinsault, pour qu'il soit qualitatif, il faut réduire les quantités.
Donc, on fait des vendanges en verre. On arrive à le réguler pour pas qu'il produise trop. Donc, si on le cantonne à un rendement normal, on se met à faire des vins beaucoup plus qualitatifs. Après, le cinsault, quand on est dans la vigne et qu'on mange les graines de raisin pour voir si les raisins sont mûrs, le cinsault, c'est le raisin. C'est un peu comparable au muscat. Nous, on a des muscats puisqu'on fait beaucoup de vins doux naturels. Quand vous mangez du muscat d'Alexandrie, c'est des bonbons que vous mangez dans les vignes. Mais là, c'est pareil. Le cinsault, c'est très, très fruité, c'est très aromatique, hein. Ça n'a pas une acidité folle, mais si, encore une fois, on réduit son rendement, on arrive à avoir un bel équilibre sucre-acidité, hein, donc alcool-acidité quand le vin sera fini, et on a des rendements qui sont très corrects et des degrés qui sont faibles, mais là, c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir des degrés faibles. Donc, par rapport au profil de vin qu'on recherche, c'est parfaitement adapté. C'est drôle ce que tu dis au niveau de quand bien sûr, quand au moment de récolter, vous faites des passages en vigne puis vous dégustez le raisin. Je lisais qu'il y a beaucoup d'exploitations méditerranéennes, comme tu dis, qui avaient abandonné le cinsault, mais il y a beaucoup de gens qui laissaient quelques pieds de vigne de vieux cinsault parce qu'ils ne demandaient pas grand-chose, donnaient un bon rendement et ils l'appelaient aussi la collation des vendangeurs parce que les vendangeurs se nourrissaient de ça, là, donc pour une collation, quoi. Donc, exactement. Mon grand-père avait une centaine d'hectares. Il a dû arracher toute sa vie, il a arraché tous les cinceaux que mon arrière-grand-père lui avait laissés. Et il avait laissé à l'entrée de la maison, on avait une treille devant la maison chez mes grands-parents, et il avait 2 pieds devant la maison, un pied de muscat et un pied de cinceau. Et quand j'étais petit, depuis la table, on pouvait tendre le bras et manger des graines de raisin. Et c'est vraiment un plaisir pour la bouche. Donc, le cinceau peut être utilisé aussi en raisin de table, un raisin de bouche. Ouais, Et, exactement. je me demandais, parce que c'est drôle, parce que Robert vient de me poser la question, puis on a fait un symposium sur le Languedoc la semaine dernière. Est-ce que tu Ouais. penses que l'Aramon, comme le cinsault, c'est un cépage qui serait peut-être appelé à revenir tendance, Ah. quoique lui est plus teinturier, si j'ai Alors, lu? la Ramon, c'est le vin qui tâche. Lui, il sert à faire de la couleur. Alors, je me pose la question parce que, pareil, mais l'Aramon, mon grand-père avait évidemment beaucoup d'Aramon aussi, et lui produisait, pour vous donner un ordre d'idée, il produisait 300 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, le rendement chez moi, c'est 20 à l'hectare, d'accord? Donc, l'Aramon, alors lui, il est extrêmement productif. J'ai goûté 2, 3 choses en aramon qui sont pas inintéressantes, mais alors lui, il faut vraiment le calmer parce qu'il est trop productif. Et en bio, parce que n'oubliez pas que moi je suis en bio et en biodynamie, je pense que l'aramon, il est un petit peu plus fragile, un peu plus sensible que le cinsault aux maladies auxquelles on est confronté. On parlait du mildiou et de l'oïdium, c'est un bon exemple. Donc pour l'instant, j'ai pas planté d'aramon, mais je m'interdis pas de le faire un jour. Il faut faire des essais. En tout cas, l'aramon sera, à n'en pas douter, beaucoup moins aromatique, je pense, que le cinsault. OK. Donc, je Et préfère planter du cinsault. bon, ben c'est bon, c'est cool. Moi, je suis un fan de cinsault, donc plus qu'il y a de cinsault dans ma vie, mieux je me porte. Et Ben là, je plante. Ce matin, on était en train de finir les arrachages. J'ai commandé mes plants. J'ai réservé chez les pépiniéristes que je connais qui font des super plants de vigne. Je lui ai raflé tout son stock de cinsault. Je ne vais planter que du cinsault. Donc, Louis-Jacques, tu vas être content. il faut bien se tenir. Mais Et, laisse-moi 4, 5 ans que ça pousse quand même, hein. et petite question, tu parlais de rendement à l'hectare, que tu as une moyenne de 26. Je sais que sur ton domaine, tu as quand même beaucoup de vieilles vignes, donc des Ouais. rendements naturellement bas. Malgré ta vendange en verre, je sais que le cinsault naturellement produit beaucoup, mais on est capable de le laisser produire sans nécessairement diminuer dans la qualité. J'ai lu qu'il y a des parcelles de cinsault en Californie qui ont été plantées en 1886 qui donnent encore naturellement des rendements assez élevés pour l'âge de la vigne et le fait qu'il soit non irrigué. Au niveau de tes cinsault, tu es à peu près à combien à Ah hectare? oui, alors je te disais qu'on était à 26 hectolitres. Ça, c'est le rendement moyen Ouais, de la ça. propriété. Mais j'ai des vignes qui ont été plantées en 1900.
donc qui ont été vendangés pour la 120e fois cette année. Et là, je suis plutôt sur des rendements de 10 hecto-hectares, voire 8 cette année. Donc c'est très très bas. Et évidemment, le Cinsault, lui, il produit beaucoup plus. Donc le Cinsault, aujourd'hui, j'arrive à sortir à peu près entre 50 et 60 hecto-hectares. Donc dans le Roussillon, sortir bon. 60 hecto-hectares, c'est parfait. C'est ce qui Et, me permet aussi d'avoir un vin en bio, en biodynamie nature, qui ne vaut pas 100 $. Tu vois, donc ça nous permet d'avoir un prix aussi compétitif. Donc, je veux dire, tout le monde est gagnant, tout le monde est content en ouvrant une bouteille de Cinsault. Et le vigneron que je suis, avec cette production, eh ben, je suis satisfait de ma rentabilité. question aussi, tu parlais que tes clients locaux se sont arrachés leur bouteille de Cinsault. Avant même de goûter, les gens autour de toi qui sont peut-être un peu plus conservateurs dans les vins qu'ils boivent, comment qui t'ont perçu au départ quand tu as dit, bon, ben, je vous arrive avec un 100% Cinsault en rouge, pas un rosé? Alors, Il y a- c'est rare. Je fais ce métier que depuis 30 ans. C'est la première fois où j'ouvre une bouteille. Et bon, évidemment, certains peuvent avoir un a priori, un senso, mais tout le monde est plutôt curieux. Et franchement, les néophytes, les experts, les restaurateurs, les sommeliers, tout le monde a adoré le senso. Donc, on a mis tout le monde d'accord avec ce vin. En plus, on l'a sorti donc après le confinement, c'est-à-dire au printemps. Les gens avaient envie de s'éclater, il faisait beau. Alors, on a ouvert les clubs de plage et on a fait boire du rouge sur la plage. Et c'est génial parce que quand il fait 35 degrés sur la plage et que tu veux boire du rouge, ben c'est le vin idéal. Tu peux le servir un peu frais. Donc tout le monde s'est éclaté sur des poissons. C'est un vin qui a fait l'unanimité, vraiment. Ah, ben, Et à tel point que la presse en a parlé, ça a été relayé d'une manière fulgurante. Et, euh, et je suis super content parce qu'en plus, on en avait bien besoin parce qu'après le printemps pourri qu'on a tous eu sur l'activité, heureusement, on a fait une très belle saison d'été et le Samsung nous a aidé à faire une très belle saison d'été. ah, mais Au-delà de l'activité des rosés classiques, hein, bien sûr. Ben oui. Et je suis content d'entendre ça. Puis il y a aussi une chose, par contre, parce que sans être le porte-étendard du Cinsault, c'est quand même un cépage que j'affectionne parce que de un, j'affectionne beaucoup l'Afrique du Sud. Donc, c'est un cépage qui est présent quand même beaucoup en Afrique du Sud et ils ont Bien été sûr. dans les premiers à le mettre dans valeur en 100% en rouge. Et souvent, on va, tu sais, comme ça, c'est un vin de soif, on boit ça à l'apéro ou avec les poissons ou sur le bord de la plage bien frais. Et c'est super le fun comme ça. Mais si on tombe sur des plus vieilles vignes, si on tombe sur des plus faibles rendements et pas des techniques de vinification, mais d'intégrer de la grappe entière, on est capable d'aller chercher des choses qui sont intéressantes et on compare souvent le Cinsault au Pinot du Sud. Et pour faire un parallèle très proche à la France et de votre groupe, sans faire de marketing, là, mais on regarde ce que Brigitte a fait aux terrasses du Larzac avec l'Autochtone, mais on passe d'un vin de soif à un vin de table de gastronomie qui est fantastique. C'est ça qui est impressionnant. Nous, Là. c'est notre premier millésime et vous verrez le millésime suivant 2020 parce qu'on a appris quand même hein, sur 2019. On a un vin qui pinote. Ça pinote à mort. On se croirait sur ce côté gourmand mais élégant et friand d'un Grand Bourgogne. Et on a des terroirs qui sont assez frais dans le Roussillon, dans le sens où on a beaucoup de terroirs d'altitude, puisque c'est quand les Pyrénées arrivent dans la Méditerranée, donc on a une influence maritime très forte. D'ailleurs, on fait beaucoup de blanc dans le Roussillon, on faisait déjà beaucoup de vin doux naturel blanc. Nous sommes un grand terroir de blanc. Collioure est un bon exemple, on a un terroir de blanc absolument extraordinaire. Donc je pense qu'on va arriver à avoir des pinots, des cinsault qui vieillissent avec des vignes qui vont prendre de l'âge et on va arriver à faire des choses de plus en plus élaborées, élégantes. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas le voir uniquement comme un vin de soif. Je te rejoins tout à fait, Louis-Jacques. C'est aussi un vin, c'est un Stradivarius de la dégustation. C'est sur la finesse, l'élégance. Et moi qui suis un grand fan de Bourgogne,
si on arrive à faire des vins aussi élégants que la Bourgogne dans le sud, on a le terroir pour le faire, hein, j'en doute pas. Voilà, c'est un vrai challenge à relever pour les années qui viennent et ça m'intéresse drôlement. Non, mais ça fait vraiment plaisir à entendre, honnêtement. C'est super, c'est super le fun, cette discussion-là qu'on a ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter par rapport au Cinsault, Lionel? Autre que peut-être, hein, tu parles de vin nature, qu'est-ce que ça implique pour toi? Je comprends que on dit souvent que il y a plusieurs personnes qui vont dire bon, un vin nature, c'est de rien faire. Mais moi, je ne suis pas de l'école qu'un vin nature, c'est de rien faire. C'est au contraire de faire beaucoup de choses pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, Alors tu as totalement raison. Quand on parle de la bio, dans la tête des gens, parfois, c'est ne rien faire. Quand on parle de vin nature, c'est ne rien faire. En fait, c'est tout l'inverse. Quand tu fais de la bio, je le disais tout à l'heure sur les traitements, ça veut dire qu'il faut que tu sois hyper, hyper rigoureux sur le travail, sur l'hygiène, sur la conduite du vignoble, sur l'hygiène dans ta cave, sur la manière dont tu vas conditionner ton vin. À un moment donné, il faut le mettre en bouteille tôt parce que tu ne vas pas le sulfiter, donc il est beaucoup plus sensible à l'oxydation. Alors soit tu fais des vins nature, certains le font, à tort, avec des vins qui ont des déviances, des refermentations, des problèmes, et ça, moi je me bats contre ça. Nous, on est là depuis 1895, on livre toute la grande restauration. Il faut que quand on ouvre une bouteille du domaine Case, ça soit parfait. Et pour que ce soit parfait, il faut être irréprochable dans la cave. Il faut qu'on embouteille les vins jeunes, qu'on les protège de l'air, qu'on utilise des bouchons le plus étanches possible pour que ces vins ils puissent voyager jusqu'à Montréal et que quand tu les ouvres, tu aies exactement la même chose que moi quand je le goûte à la cuve ici. Donc vin nature, c'est un vin qui est plus fragile. C'est comme quand tu as un enfant, tu vois, et que tu en as un ou tu en as plusieurs, et quand un de tes enfants, eh ben, c'est le plus fragile. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu en prends encore plus soin, tu le protèges. Ben, c'est exactement pareil. Nos vins nature, c'est nos petits bébés. Ils ont de grandes qualités, mais il faut en prendre soin, il faut les protéger. Voilà. Donc les protéger de l'air, les protéger des chocs thermiques, les protéger de la lumière. Et quand tu les ouvres, eh ben, c'est éclatant, c'est pur, parce que le soufre, les filtrations abusives n'ont pas enlevé des arômes, de la matière colorante, de la matière aromatique, et tu as exactement ce que le terroir nous propose. Et est-ce que tu penses que, puisque tu parles d'un truc assez hermétique, je sais qu'on est je sais qu'aussi il y a le folklore avec le bouchon de liège, mais est-ce qu'il y a des vins nature avec une encolure au niveau bouchon type twist cap serait peut-être intéressant pour les vins nature? Ouais, je viens de voir la question de Robert. Oui, la capsule à vis pourrait être, parce qu'elle est étanche, parce qu'elle est efficace, pourrait être une bonne solution. Euh, Moi, je suis un peu embêté parce que la capsule à vis, c'est de l'aluminium. C'est pas génial sur le plan écologique. Alors qu'un bouchon liège naturel avec de la cire, c'est-à-dire ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est quand même plus éco-responsable, on va dire. Euh, Ensuite, une grosse partie de notre clientèle aujourd'hui est un peu fermée sur les capsules à vis, alors que Ben, moi, je trouve que c'est quand même super pratique, hein. oui, oui, d'où je parlais, le Et, côté folklorique. Et même si on tombe dans des. Je fais un parallèle avec l'Italie. Il y a certaines familles de producteurs italiens, je ne les nommerai pas, mais exemple dans les Abruzzes, qui ont quand même des productions assez monstres, assez grosses, ce qui sont dans plusieurs pays. Ben, en fonction du pays, il y a des endroits où ils vont livrer avec la capsule à vis parce que la clientèle n'est pas sensible à ça. Mais par exemple, je sais que cette maison-là, au Québec, n'a pas voulu mettre de capsule à vis parce que sa clientèle n'était pas prête et n'avait pas cette réceptivité-là. Il y a un côté folklorique à la cire, au bouchon, à l'ouverture, au décorum, mais je suis de ton avis aussi. On est ben déchiré déjà, de ce choix-là. moi, je suis un passionné. J'ai la bouteille là, comme toi. On a fait 4000 bouteilles, hein. Donc, c'est pas beaucoup. C'est une petite cuvée. On les a cirées une à une. Quand je le regarde, je trouve que c'est beau la cire. C'est chaud comme Ouais. matière. C'est mes enfants qui sont venus avec une casserole, qui sont venus pendant le confinement faire le cirage des bouteilles une par une. Euh, Franchement, j'ai pas envie de mettre des capsules à vis encore aujourd'hui. Non, c'est Par sûr. contre,
peut-être que dans le temps, mais on en fait tellement peu, on fait une seule mise en bouteille pour que tout soit en bouteille et pas conservé en cuve. On fait une seule mise en bouteille, on y met un beau bouchon naturel et après on les cire au fur et à mesure de nos ventes. Je trouve que ça donne du sens à cette micro-cuvée. Ben oui. C'est notre, tu vois. Alors peut-être que la capsule à vis serait sympa, mais aujourd'hui, je crois que mes clients sont moins gourmands, sont moins intéressés par ça. Non, mais c'était plus, pas nécessairement Sur sur le ce plan, point-là, c'était juste en sur général, le c'est plan une technique, nature, ouais. comme tu dis, qui est sensible. Si tu fais quelque chose qui est plus aussi à gros volume, c'est peut-être une chose qui est peut-être un vecteur qui peut être Ouais, mais intéressant. tu sais, on fera jamais de gros volumes chez Oui, nous. je sais. On fait pas du tout de négoce. Et ça, je crois qu'il faut quand même le préciser, c'est que on a un vignoble assez important, mais comme je te l'ai dit, des petits rendements. Et surtout, je n'achète pas, d'ailleurs en bio et en biodynamie, c'est impossible, je n'achète pas une goutte de vin, un grain de raisin. C'est juste la production de nos vignobles. On est vigneron indépendant et on produit notre propre vin. Donc, on est forcément limité en quantité, hein. Ah oui. Eh bien, sur ça, Lionel, je te remercie beaucoup de ton temps. C'était fort intéressant. Je permets juste de rappeler que 4000 bouteilles, mais il y a quand même quelques caisses qui sont au Québec. C'est en carton de 6 autour de 25 donc, pour les gens qui assistent à notre atelier ce soir, s'il y en a qui veulent l'acheter à la caisse, ils peuvent me contacter, puis je les mettrai en contact avec l'équipe de chez Advini Québec. Et je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est toujours apprécié. De te, Merci de- les amis, en tout cas on passe bien à vous. On a tellement chaud au cœur quand on passe au Québec. Alors si vous voulez pas des caisses de Samso, moi je veux bien les racheter parce que j'ai plein de clients qui m'engueulent tous les jours. Inquiète-toi pas, j'ai sécurisé pour les Et cavistes et là les je vais revenir les chercher, dépêchez-vous de les boire, hein.